Comment l'Occident a détruit le rêve panafricain? Alors qu'une nouvelle classe de leaders panafricains prend le contrôle au Burkina Faso, menée par le charismatique capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta du Mali, le général de brigade Abdourahmane Tchiani du Niger et Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Kilimanjaro News Network se penche sur la manière dont l'Occident a détruit le rêve panafricain et les effets qu'il a encore aujourd'hui. Quelles leçons ont été apprises et comment les panafricanistes actuels peuvent-ils réussir là où les pionniers ont échoué? L'Afrique, berceau de l'humanité, a longtemps été le théâtre de rêves, des rêves d'unité, de souveraineté et d'émancipation. Imaginez-vous debout sur les plaines ensoleillées du Serengeti, contemplant l'immensité où les civilisations sont nées et ont disparu, où les empires se sont affrontés et où le pouls de l'histoire résonnait. C'est l'Afrique que nous explorons, un continent à la fois ancien et agité, où les aspirations se heurtaient aux réalités géopolitiques. Le voyage panafricain commence à la suite des chaînes coloniales. Les années 1960, une décennie embrassée d'espoir et de troubles, ont vu naître une idée, le panafricanisme. C'était plus qu'une philosophie politique, c'était un battement de cœur, un rythme qui transcendait les frontières. Kwame Nkrumah, le leader visionnaire du Ghana, se tenait sur les rives d'Accra et déclarait « Les forces qui nous unissent sont intrinsèques et plus grandes que les influences superposées qui nous séparent ». Ces mots résonnaient à travers les savanes, allumant un feu qui brûlerait à travers le continent. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à Kilimanjaro News Network. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé des enquêtes et analyses approfondies et intéressantes des événements se déroulant sur tout le continent et dans la diaspora. Deux camps émergèrent qui définiraient le destin de l'Afrique. La division Monrovia contre Casablanca fut une fissure idéologique pivotale qui façonna la trajectoire du rêve panafricain dans l'ère post-coloniale. C'était un affrontement de visions, des dirigeants soutenus par l'Occident qui prônaient une transition graduelle et ceux qui exigeaient un changement immédiat et radical. À Monrovia, la capitale du Libéria, un groupe orchestré par l'Occident se rassembla sous la direction de William V.S. Tubman du Libéria, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et Sir Abubakar Tafawa Balewa du Nigeria. Ils plaidaient pour une approche prudente, embrassant la coopération avec l'Occident, arguant que c'était le chemin le plus prudent à suivre. Unir un continent fracturé par les frontières coloniales, les langues et les cultures, selon eux, était complexe. Leur raisonnement était ancré dans la croyance que combler les vastes écarts entre les nations africaines nécessitait une approche mesurée. Le gouffre entre les cultures, les langues et les systèmes économiques était trop profond pour être franchi avec précipitation. Le gradualisme, soutenait-il, permettrait une transition plus fluide, minimisant le potentiel de chaos et d'instabilité pouvant découler d'un changement abrupt. Le groupe de Monrovia reconnaissait l'influence et les ressources des puissances occidentales, et voyait de la valeur dans le maintien de liens avec ces nations. Il croyait qu'en favorisant la coopération et en s'engageant dans un processus graduel d'intégration, il pourrait tirer parti du soutien occidental pour créer une Afrique plus stable et prospère. Cependant, de l'autre côté du Sahara, dans les rues animées de Casablanca, un cœur différent résonnait. Ici, les voix de Kwame Nkrumah, Modibo Keïta et Sékou Touré retentissaient avec un air audacieux et inflexible. Ces visionnaires, galvanisés par l'esprit de libération, exigeaient l'unification immédiate et complète du continent africain. Pour le groupe de Casablanca, l'influence occidentale n'était pas un pont mais un spectre, un vestige persistant de l'exploitation coloniale. Ils considéraient l'approche graduelle préconisée par le groupe de Monrovia comme une continuation de la dépendance même dont ils cherchaient à se libérer. Leur vision était celle d'une Afrique unie, forgée dans les feux des idéaux socialistes, rejetant une fois pour toutes les chaînes de la domination étrangère. Les mots de Nkrumah résonnèrent comme le tonnerre à travers les savanes. Nous ne faisons face ni à l'est ni à l'ouest, nous faisons face vers l'avant. Ce cri de ralliement résumait la détermination inébranlable du groupe de Casablanca à tracer un chemin indépendant, à l'abri de l'influence des superpuissances mondiales et de leurs idéologies concurrentes. La division entre Monrovia et Casablanca n'était pas simplement une différence d'opinion, c'était un affrontement fondamental de philosophie. Le groupe de Monrovia voyait l'Occident comme un allié potentiel, une source de ressources et de stabilité, tandis que le groupe de Casablanca le considérait comme un obstacle à une véritable émancipation, une force ayant assujetti l'Afrique pendant des siècles. À mesure que les tensions de la guerre froide s'intensifiaient, cette division idéologique prenait une importance encore plus grande.
Les superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique, voyaient l'Afrique comme un champ de bataille pour leurs luttes idéologiques. Le pragmatisme perçu du groupe de Monrovia et sa volonté d'engager le dialogue avec l'Occident correspondaient aux intérêts des États-Unis, tandis que les inclinations socialistes du groupe de Casablanca et ses appels à elle. Unification immédiate trouvait écho auprès de l'Union soviétique. Sous la surface de cette fissure idéologique, cependant, se cachait un courant plus profond, la lutte pour le pouvoir et l'influence au sein de l'Afrique elle-même. Les dirigeants des groupes de Monrovia et de Casablanca ne plaidaient pas simplement pour des approches différentes, ils se disputaient le rôle de leadership dans l'élaboration de l'avenir du continent. Le groupe de Casablanca, mené par des figures charismatiques et inflexibles comme Nkrumah, Keïta et Touré, se voyaient comme les véritables avant-gardistes de la libération africaine. Ils croyaient que leur vision d'une unification immédiate et des principes socialistes façonnerait une Afrique nouvelle et autonome, libérée des chaînes du néocolonialisme. En revanche, le groupe de Monrovia, tout en reconnaissant l'importance de l'unité africaine, cherchait à maintenir un degré d'influence et d'autonomie au sein de leurs nations respectives. Ils craignaient que le rythme rapide du changement préconisé par le groupe de Casablanca ne conduise à l'instabilité et au chaos, sapant l'indépendance chèrement acquise pour laquelle ils avaient combattu. L'Occident, craignant l'expansion soviétique, jouait sa carte. L'aide économique affluait comme un fleuve, et les alliances militaires se resserraient. Le groupe de Monrovia dansait sur cette musique, son gradualisme apaisant les sensibilités occidentales. Mais l'Union soviétique voyait l'Afrique comme un terrain fertile. Il courtisait les visionnaires de Casablanca, murmurant des promesses de solidarité. L'Afrique devenait un pion, une arène où les superpuissances se disputaient. Pourtant, sous la surface, une danse plus sombre se déroulait. L'Occident avait maîtrisé l'art de la division et de la domination. Il chuchotait aux oreilles tribales, attisant de vieilles animosités. Les tensions ethniques bouillonnaient. Les coups d'État devenaient la monnaie du pouvoir. Patrice Lumumba, luminaire du Congo, tomba victime de cette toile. Son rêve d'un Congo uni, libéré des chaînes coloniales, fut brisé par les balles et la trahison. Les empreintes de l'Occident étaient invisibles, mais leur héritage indélébile. À Accra, Nkrumah tonna, « Nous ne cherchons pas de faveur, nous ne cherchons pas de patronage ». Ces paroles résonnèrent à travers le Sahara, atteignant les minarets du Caire et les bibliothèques de Tombouctou. Sékou Touré rallia les dirigeants africains, « Notre destin réside en nous ». Ces discours, tels des incantations anciennes, résonnent toujours. Ils nous rappellent que l'histoire de l'Afrique n'est pas seulement celle de la victimisation. C'est une saga de résilience, un phénix s'élevant des cendres coloniales. À mesure que la division s'approfondissait, il devenait évident que le rêve panafricain n'était pas une vision monolithique mais une tapisserie tissée de nombreux fils, chacun apportant ses propres couleurs et motifs. Le conflit entre Monrovia et Casablanca était un microcosme des défis plus larges auxquels était confronté le continent. Comment concilier le désir d'unité avec les réalités de culture, d'histoire et d'aspirations diverses? À la fin, aucune vision ne prévalut dans sa forme la plus pure. Le chemin à suivre était sinueux, marqué par des compromis, des revers et des progrès occasionnels. Les échos des idéologies de Monrovia et de Casablanca continuaient de résonner à travers les décennies, influençant les décisions des dirigeants et façonnant le cours des nations africaines. Pourtant, malgré les divisions, le rêve panafricain perdura, une flamme qui refusait de s'éteindre. Il demeurait un phare, un rappel que les luttes et les sacrifices du passé n'étaient pas vains. À mesure que de nouvelles générations de dirigeants émergeaient, les leçons de la division Monrovia contre Casablanca continueraient d'éclairer leurs décisions, servant de rappel des complexités et des nuances qu'il faut naviguer pour parvenir à une Afrique unie et prospère. Alors que nous traversons ce labyrinthe historique, nous sommes confrontés à des questions. Comment l'intervention occidentale a-t-elle façonné la trajectoire de l'Afrique? Quel rôle ont joué les héritages coloniaux? Le rêve panafricain peut-il être ranimé? Les échos nous guident, nous exhortant à écouter, à apprendre du destin de Lumumba, du feu de Nkrumah et de l'esprit inébranlable de l'Afrique. Au cœur de la savane, où les lions rugissent et les baobabs se tiennent en sentinelle, le rêve perdure. Il chuchote, unité, agence, résilience. Écoutons son appel, un appel qui transcende les frontières, défie la géopolitique et nous attire vers une Afrique renaissante.
Le flambeau a été transmis et est actuellement détenu par le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali, le général de brigade Abdourahmane Tchiani du Niger et le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Quel rôle jouerez-vous aux côtés de ces braves leaders? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Kilimandjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre code QR et visitez notre site web pour plus de couverture d'actualités et d'analyses uniques. Kilimandjaro News Network diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.